ce qui s'est passé. Je pense à toi chaque jour. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire l'update lecture de septembre, octobre, un petit peu novembre 2022. J'avais un bon paquet de livres dont je voulais vous parler avant de faire ma vidéo les tops de l'année, histoire que vous sachiez tout. Cette vieille lecture a vraiment un thème automnal. C'est une des premières fois de ma vie où j'ai vraiment lu des livres un petit peu dans le thème. J'ai pas mal respecté ma palle d'ailleurs. Il y a eu du très bon, mais du très tout comme il y a eu des déceptions, mais c'est comme ça, c'est normal. En premier, je vais vous parler de la duologie These Hollow Vows de Lexi Ryan. Ensuite, je vous parlerai de Zodiac Academy, le tome 1 de Caroline Peckham. Ensuite, je vous parlerai du tome 1 et du tome 2 de la saga Darkverse de Rue Nix. Ensuite, je vous parlerai de The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. Ensuite, je vous parlerai de If We Were Villains de ML Rio. Une petite romance new adulte, Icebreakers de Anna Grace. Donc, These Hollow Vows! Vous avez le choix. Vous avez soit cette couverture-là, une fantasy, young adulte, triangle amoureux, faé, ou alors on a celle-là, où là t'as beaucoup plus le côté mystère, on a le miroir, secret. Dans cette romantécie, on va donc suivre l'histoire de Abriella, renommée Brie, c'est ultra laid comme surnom, qui est une humaine et qui vit en terre humaine en tant que couturière / esclave exploitée d'une famille de gens ultra riches avec sa petite sœur. Et elle est très pote avec un palefrenier qui est un petit peu son petit crush, mais elle ne peut pas se permettre d'être amoureuse puisque elle doit travailler. Un jour, sa petite sœur est enlevée par le roi des Unseelie et Abriella, elle n'a pas d'autre choix que d'aller en terre des Fae et d'aller confronter les rois des Unseelie pour lui dire: frérot, je ne t'ai rien fait! Le roi des Unseelie lui dit: je te rendrai ta petite sœur à la seule condition que tu ailles à la cour des Fae Seelie et que tu me récupères les 3 artefacts suivants: un miroir, un grimoire et une couronne. Brie accepte et elle va s'infiltrer du coup à la cour en tant que prétendante puisque la reine des Seelie organise une espèce de sélection, la flamme bachelorette, pour trouver une épouse à son fils le prince. Abriella s'embarque donc dans une sélection mais en tant qu'agent double. Heureusement qu'elle va avoir l'aide d'un groupe de Fae Unseelie un petit peu révolutionnaires qui ont peut-être le même objectif qu'elle, hashtag détruire le roi des Unseelie. Ce pitch de base est quand même plutôt intéressant. Alors certes, on a le bail de la meuf humaine qui se retrouve chez les Fae, qui se retrouve à devenir le centre de l'attention de tous les Fae de la planète. Oui, ce livre c'est un petit peu un remake de ACOTAR plus moderne, un petit peu plus frais. J'ai préféré cette version-là parce que de 1, j'ai trouvé que les personnages étaient un petit peu mieux, j'ai trouvé aussi que l'intrigue était mieux, tout était mieux en fait. Et le fait que ce soit seulement une duologie, ça fait que tout était compacté. Tous les tropes de fantasy romantasy se trouvent dans cette histoire. Et en plus, tu rajoutes avec ça les tropes des Fae, c'est le paradis. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, justement, le fait que ce soit pas très original. Mais écoutez, moi j'étais pas là pour ça, j'étais là pour simplement en fait lire une putain de romantasy Fae et les gars, mais pour ça, elle va vraiment vous impressionner. J'ai passé une expérience de lecture phénoménale et ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé dans ma vie avant. J'avais tendance à ne pas vraiment noter les livres en fonction de l'expérience de lecture, mais plus en fonction de la qualité du livre et des fois c'est pas pareil. Ce livre-là a plein de défauts, mais la manière dont je me suis éclatée en le lisant fait que je lui ai donné 5 étoiles et que c'est un coup de cœur. Commençons par notre petite protagoniste, Abriella. Je l'ai trouvée très bien construite cette fille. De 1 parce que elle fait plein de conneries. Elle est en hésitation constante. Elle ne m'a pas semblé comme la meuf qui avait déjà tout compris dès le début et ça c'est vraiment chouette parce que quand même la fille est humaine, elle est couturière, elle est envoyée au château, elle sait pas y faire et ça se voit. Elle doit notamment voler des trucs, donc elle tente des trucs et elle est un petit peu conne des fois, mais c'est normal, ça la rendait vachement réaliste et t'étais très attachée à elle. J'ai énormément relate au fait qu'elle doive mentir à ce fameux prince, mais il est très gentil et enfin t'es limite un petit peu gênée parce que elle lui ment, parce qu'elle doit voler des trucs, mais en même temps il est gentil, donc t'as pas trop envie qu'elle lui mente et du coup ça crée une espèce de tension qui je trouve est hyper bien dosée. Et en ce qui concerne notre deuxième Fae, il s'agit de Finian. Et lui, clairement quand vous lisez le résumé, il n'apparaît pas. Il sort de nulle part et
Je l'aime énormément. Lui, en fait, il est censé être le roi des Unseelie, mais il a été pris dans une sorte de coup d'état par le roi actuel des Unseelie. Et du coup, il va profiter du fait que Abriella soit aussi en colère contre le roi des Unseelie pour s'allier avec elle. C'est un peu bancal la manière dont il lui présente parce qu'ils veulent pas non plus lui révéler trop de choses parce qu'il y a plein de secrets que tu vas apprendre au fur et à mesure par rapport aux différentes cours. Donc ils veulent qu'elle leur fasse confiance, mais ils peuvent pas trop lui donner de raison. Et du coup, Abriella, elle va vachement se baser au feeling. Et moi, ça, j'ai vachement aimé que le mec, il soit pas en mode fais-moi confiance, voici les preuves. Non, il a été en mode écoute, moi, je veux juste combattre le roi des Unseelie. Il a pas tenté de la manipuler. J'ai bien aimé leur relation qui était très dans la subtilité. Ils ont pas eu énormément de scènes très cucu, très romantiques comme elle a pu avoir avec l'autre prince là. Non, c'était beaucoup plus dans... en soum-soum un peu, du coup ça rajoute encore plus de secrets, enfin bref, vraiment secret, trahison, tout ce que vous voulez. Et comme je vous ai dit, ce livre est très tropi, c'était à chaque fois très bien fait, on l'attendait, et il était là, et ça servait, et ça rajoutait constamment du peps. Le tome 2 a été par contre la définition du drama. Ça a été à ça de m'épuiser. Ils ont littéralement fait exploser leur monde à cause d'une meuf. Non mais je t'aime, mais non mais moi tu m'aimes pas, mais choisis-moi Bella. J'étais à fond parce que j'adore le drama, et pour le coup j'ai trouvé que le triangle amoureux, il était pas mal fait. Les deux gars, ils avaient tous les deux vraiment leur grand attrait. Même si moi, j'ai eu un préféré, mais je l'ai pas eu au tout début. Elle l'est pas avec eux juste pour le triangle amoureux. Les relations étaient bien faites, c'était pas artificiel pour le triangle amoureux. Elle a aussi énormément travaillé la personnalité, les enjeux, les défauts, les problèmes de chacun des deux mecs. J'ai vu vraiment développer la psychologie autour du fait de régner. Dans les fantasy, c'est normal d'être princesse, mais en fait, c'est pas si anodin que ça, et surtout pour une meuf qui n'a jamais été reine avant, mais pour elle, c'est dément. C'est inconcevable de se dire qu'elle va passer de esclave servante à reine. Elle a mais vraiment flippé et elle a fait des crises de nerfs. Et surtout, tu te rends compte de tout ce qu'elle a dû sacrifier. C'est énorme. Ça ne veut pas forcément dire que tu as une fin heureuse et ça veut parfois même dire que tu dois abandonner tout ce que tu aimes, que tu dois faire des choix horribles. Merci pour tout. Pour tout, mais pour Finian en particulier. Voilà. En ce qui concerne les gars, le smut et tout, on est YA, donc il y en a pas. Il y a des petits bisous. Il y a juste 2 scènes où ça dérape un petit peu, mais pas vraiment de smut. Ok les amis, sur une note un peu plus négative, parlons de Zodiac Academy. C'était un livre qu'on avait vu passer avec Clara. Les gens avaient un avis plutôt mitigé parce que c'est le genre de paranormal où t'as des relations qui sont assez dysfonctionnelles. Je suis tombée du côté des gens chez qui ça dérange. On va suivre l'histoire de 2 jumelles. Elles enchaînent les petits boulots pour arrondir leur fin de mois, mais c'est toujours pas ça. Elles se font un petit peu kidnapper par un mec ultra chelou qui les ramène dans une académie qui s'appelle Zodiac Academy. Et là, on leur apprend qu'elles sont les 2 héritières de cet énorme royaume du Zodiac, ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Et les gens ont tout simplement des pouvoirs en lien avec leur signe astro, et qu'elles, du coup, ce sont 2 gémeaux. Et en fait, elles ont hérité de tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas juste la terre, le feu, l'air ou l'eau, qui sont les 4 éléments du Zodiac. Forcément, quand elles arrivent là-bas, elles deviennent très populaires. Elles volent l'héritage qui était censé être accordé à 4 mecs qui étaient là depuis le début et qui ne vont pas être contents que 2 meufs qui sortent de nulle part leur volent leurs affaires, et du coup ils vont leur faire vivre un enfer. Mais quand je te dis un enfer, c'est pire que du harcèlement le truc, afin de les dissuader de rester, ou même presque vouloir les tuer quoi. Sauf que nos 2 jumelles ne vont pas se laisser faire et survivre tout simplement. Ces gens-là, pourquoi ils ont des pouvoirs? C'est parce qu'en fait ils sont aussi faés. Je savais qu'il y avait des relations de bully, donc en gros harceleur, harcelé. Je n'ai pas réussi à comprendre qui était qui dans les 4 garçons. Je suis désolée, mais en fait on les rencontre les 4 en même temps. Il y en a un qui s'appelle Seth, il y en a un qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. Et je n'ai pas su dire qui était qui, et à chaque fois que je croyais avoir saisi, le chapitre d'après je voyais que j'avais pas saisi. On alterne les points de vue entre nos 2 jumelles, et du coup elles vont chacune être affectées à un groupe, et elles vont se faire complètement démonter par le chef du coup. Et en plus, parce que ce n'est pas assez compliqué, il y a des créatures, des vampires, des loups-garous, des changelins, des sirènes, des centaures. Donc ça fait un melting pot de plein de choses. Je crois que j'ai été un petit peu perdue. J'ai cru comprendre que cette saga, il ne fallait pas s'arrêter au tome 1. Mais je crois que je vais pas réussir à lire l'ensemble. Mais les meufs, elles ont vécu de ces traumatismes. Moi, je n'aurais pas tenu plus de 2 secondes dans cette école. Mais les gens, ils leur balancent du feu dessus. Il y a des loups-garous qui leur sautent dessus. Enfin, c'est du niveau supérieur, quoi. Les adultes dans cette académie ne disent rien. Ils sont en mode « Arrêtez, hein !» Comment vous pouvez prendre le risque que les 2 héritières du roi
royaume se fasse tuer. Tout le monde s'en battait royalement les couilles, quoi. Et le pire, c'est qu'il a fallu qu'il y en ait une qui se fasse repérer par le vampire prof et que du coup le vampire prof dise qu'elle soit sa propriété pour que là d'un coup elle soit protégée. Mais avant ça, non, les gens ils s'en battaient les... Donc cet aspect-là, il ne m'a pas trop plu. Et autant si jamais dans ce premier tome il n'y avait pas trop eu de romance, du coup dans les tomes suivants elles prennent leur revanche, là ok, mais le problème c'est que ça ne s'est pas trop passé comme ça et dès ce premier tome, les filles elles ont déjà commencé à faire copain-copine avec certains des mecs. C'est juste ce point-là qui m'a dérangée. J'aurais bien aimé qu'il y ait une temporalité et qu'on puisse voir la relation évoluer parce que là à mes yeux c'était beaucoup trop rapide. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ok les amis, nous bougeons de place pour la prochaine saga, Darkverse de Relix. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2. J'ai bien aimé. Ça n'a pas tapé très haut. C'est un espèce de Roméo et Juliette version mafia. On a la famille des Vitalio qui est opposée à la famille des Kane. Morana Vitalio est donc l'héritière de cette famille de grands mafieux. Et elle, en fait, c'est une informaticienne extrêmement forte qui arrive à faire des codes de plein de choses et tout. C'est pas la petite meuf peu chère. Non. Morana, elle se fait respecter. Elle défonce n'importe quel type, essaye de l'approcher. C'est la meuf badass. Et de l'autre côté, on a la famille des Kane avec leur fameux héritier Tristan qui n'est pas vraiment un Kane, mais c'est un garçon qu'ils ont recueilli quand il était très jeune parce qu'ils ont été surpris par sa cruauté et sa soif de sang et ils se sont dit qu'il ferait un héritier parfait pour la famille. Il a toujours grandi avec eux. Morana se fait voler un certain algorithme hyper protégé par son mec, un faux mec. Il en avait besoin pour les donner au fameux Tristan Kane. Du coup, Morana va toquer à la porte des Kane pour dire « Eh oh, tu me rends mon algorithme !» Sauf que Tristan est très surpris parce qu'il n'a jamais demandé d'algorithme de quoi que ce soit. Il y a donc une personne qui se fait passer pour Tristan qui a récupéré ces fameux codes. Ainsi, Morana et Tristan vont former du coup cette alliance interdite de mafieux afin de traquer qui est ce mec qui fait chier tout le monde. Les vibes de la mafia étaient extrêmement présentes. Clic, clic, pan, pan, explosion, torture, sang, argent, casino, grosse moto, grosse voiture, grand palace, soirée privée. Donc pour ce côté-là, franchement, j'ai adoré. J'étais plongée dans l'univers de la mafia et moi, j'aime bien, ça me fait kiffer. Ça sort de mon quotidien. Hein. En ce qui concerne maintenant le fameux petit Tristan Kane, c'était un peu un Asher Scott américain. Le mec est blond exactement comme Asher Scott de Captive de Sarah Rivens. Pour le coup, les gars, je pars dans les aigus. Pour le coup, et ben Asher Scott a fait un meilleur boulot, les gars. Parce qu'en fait, le petit Tristan, au bout d'un moment, il est tombé sur le charme de la petite Morana. Leur amour est interdit et elle le déteste. Enfin, ça c'est ce qu'elle dit. Et lui aussi, il ne l'apprécie pas pour des raisons que l'on va découvrir dans le tome 2. Mais très rapidement, on a capté que... Et là, il s'est transformé en un gros nounours. Gdo, je te fais des câlins, bisous. Même Asher Scott, il a tenu pendant un tome. Le fait que le gros mafieux, il devienne tout mignon, je crois que c'est en même temps un trope que j'adore et en même temps un trope que j'aime pas. Il devient gentil, mais c'est normal, j'ai envie de te dire, parce que c'est un être humain. Il cache ses émotions sous cette façade et cette carapace de cruauté. Mais en fait, tout ça n'est qu'une réaction qu'il a dû avoir pour survivre parce qu'il est putain de traumatisé. On va apprendre des bails très sombres par rapport à son passé. Je le comprends que c'est un mec tout fragile, mais Morana, elle l'a percé à jour. J'ai bien aimé leur petit combat tous les deux. Je trouvais qu'ils avaient vachement de répondants. Leur relation, elle a pas été toute mignonne tout de suite. Ils étaient vraiment en mode je te bute, ouais, je te bute, ouais, je te bute. Ils sont restés explosifs un petit moment et il y a eu plusieurs scènes où j'étais un peu en mode waouh. Même si le mec il est ultra dangereux et qui veut tuer tout le monde, et bien elle, c'est la seule avec qui il est gentil. Alors, à ce qui paraît, le tome 3 est genre phénoménal, du coup je vais bientôt le lire. On suit le frère de Tristan, et dans les tomes suivants, ça continue avec d'autres personnages. Revenons au milieu pour parler d'une petite romance cosy toute douce. Les gars, je suis désolée, la luminosité c'est n'importe quoi parce qu'il y a un nuage là. J'ai lu ce livre pour faire la petite vidéo recommandation, et les gars, ça a été trop cool. C'est l'histoire de Mika qui est une sorcière. Elle a un petit compte TikTok où elle fait style qu'elle prépare des potions et tout pour amuser les gens, mais en fait c'est totalement vrai. Et un jour elle reçoit dans ses mails une offre d'emploi pour devenir une prof particulière de magie dans un manoir au fin fond de l'Angleterre. Au début elle se dit que c'est une arnaque, mais elle est intriguée et donc elle y va. Elle a un couple de vieux, ont 3 petites filles qui sont 3 petites sorcières qu'ils ont recueillies et dont ils essayent de s'occuper. Ils voudraient en fait qu'elles leur apprennent la magie. On a ce libraire qui s'appelle Jamie qui est le sorte de père adoptif de ces petites sorcières
sorcière et qui est vachement protecteur avec elle. Mais Mika va réussir à tous se les mettre dans la poche et ça, c'est trop mignon. Ce livre-là, il n'y a pas vraiment d'intrigue palpitante, ça ne va pas vous prendre dans le suspense de quoi que ce soit. C'est vraiment un livre un petit peu contemplatif qui parle de famille, qui parle de magie et qui parle de ce que ça fait de devoir cacher en fait sa véritable identité. Ce livre, il est fait pour tous les gens qui doivent cacher une partie d'eux, qui se sentent hors de la société, et c'est quelque chose que Mika, elle explore énormément dans ce livre, parce qu'évidemment, elle n'a pas le droit de révéler aux êtres humains que c'est une sorcière. Et une énorme partie d'elle, en fait, la sorcellerie, c'est vraiment ce qu'elle est, et elle ne peut pas en parler. Et justement, elle racontait que dans sa vie d'avant, ça l'avait empêché de nouer énormément de liens, de relations avec les gens, et ça, c'est un truc que je comprends à 3000%. Et, chose plutôt sympatoche, si vous aimez la romance, entre adultes, matures et responsables. Jamie, il a 35-40 ans. Mika, elle a 29 ans. Et forcément, elle est dans le manoir avec eux toute la journée. Elle s'attache à ses filles. C'est une fille qui est très exubérante. Et Jamie, c'est un petit peu le mec un peu froid, quoi. C'est un peu un grumpy sunshine. Il est rentré dans son monde. Et encore une fois, c'est un truc qui peut être transposé à tout. Elle, en fait, elle devait faire pas mal de rituels de magie. Elle se cachait un petit peu. Elle le faisait dans sa chambre. Et elle avait honte, mais elle voulait pas trop les déranger parce que c'est sa culturelle. Et lui, à chaque fois, il venait la voir, il disait ah tu fais quoi? Je peux faire un peu avec toi. Et il est rentré dans son monde. Et ça, c'était beau. Donc vraiment, moi, ce livre, il m'a touchée, mais pas parce que c'était de la magie, parce qu'en fait, j'ai pu remplacer la magie par plein de choses. Mesdames et messieurs, il est l'heure de parler de If We Were Villains de ML Raya. C'est une Dark Academia qui est très très populaire. Quand vous cherchez Dark Academia sur internet, vous tombez sur The Secret History, If We Were Villains et The Atlas Six. C'est vraiment le trio gagnant. J'ai moins aimé celui-là que The Atlas Six, mais je vais vous expliquer pourquoi. On suit l'histoire d'un groupe de 6 dramaturges qui sont à cette école d'art. Dans ce groupe, il y a notamment Oliver, qui est celui qui se trouve le moins compétent. En effet, ils font tout le temps des pièces de Shakespeare. Donc à chaque fin de semestre, en fait, ils doivent présenter une pièce. Et là, on va le suivre pendant un an. Donc ils vont préparer 2 pièces. Et Oliver, en fait, il décrit chacun de ses amis proches, qui sont aussi ses collègues, comme étant vraiment incroyable dans un type de rôle. Et Oliver, c'est un petit peu le seul qui a pas vraiment son style de prédilection. Et la symbolique du truc, c'est qu'en fait, il n'a jamais le rôle principal dans les pièces de théâtre, mais dans ce livre-là, qui est construite comme une pièce de théâtre, c'est lui, le personnage principal. Et on va voir petit à petit la descente aux enfers de ce groupe, puisque au milieu, en fait, du semestre, il y a une personne de leur groupe qui va se faire assassiner. Et on ne sait pas par qui, comment, pourquoi, et ça va énormément les affecter. Et à partir de là, ils vont tous complètement partir en live. Ils vont en fait devenir tellement immergés dans leur rôle qu'ils vont presque devenir leur propre rôle dans la tragédie, se comporter comme les personnages, parler avec les répliques des personnages. Pour parler de l'ambiance, j'ai énormément apprécié. On est dans de la Dark Academia, donc c'est quelque chose de très lugubre, très sombre. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, on est vraiment basé sur en fait la psychologie des personnages et on les voit petit à petit devenir complètement fous et tomber dans l'obsession en fait du théâtre. Moi évidemment, comme je suis une passionnée de théâtre, j'étais à fond les ballons, surtout Shakespeare, on les voit beaucoup s'entraîner et j'ai trouvé que c'était très bien fait la manière dont en même temps ML Rio, elle montrait les scènes de théâtre, mais en même temps elle expliquait ce qui se passait, comment les personnages ils voyaient en fait les autres sur scène. Il y avait vraiment une très bonne maîtrise scénaristique du livre. T'étais pas perdu quand ils jouaient au théâtre, tu savais qu'est-ce qui était le théâtre, de qu'est-ce qui était leur pensée à eux. Il y a juste au fur et à mesure sur la fin où tout ça a commencé à se mélanger et il n'y avait plus de limite entre les deux. Il n'y avait plus de 5e mur pour les intimes. Ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur magnifique pour moi comme ça a été pour Alice, ce sont les personnages. J'ai pas réussi en fait à vraiment m'attacher à 30% à eux. J'ai pas réussi en fait à parfois voir des choses d'eux qui me faisaient me dire oh là là mais moi aussi je pourrais faire ça en fait, ou moi aussi je pourrais penser comme ça. J'ai rien relate. Du coup pour moi en fait c'est resté un peu des étrangers du début à la fin. Et surtout le petit Oliver qui est un personnage qui a beaucoup de défauts. Il y a certaines choses qu'il a fait dans le livre, phrases parfois qu'il a pu dire où moi j'étais en mode ça ne passe pas avec moi. L'autrice a fait en sorte que on sache pas vraiment si on l'apprécie ou si on l'apprécie pas, quoi. Et je pense que moi je vais faire partie des gens qui n'ont pas réussi à être vraiment touchés par ce qu'ils vivaient. Ce livre n'est pas fait pour être une romance, mais il y a eu tellement de scènes entre nos deux un petit peu protagonistes. La tension était très présente, tu sentais qu'il y avait un truc. Et en fait, pour moi, ça m'a manqué de closure un petit peu entre ces deux-là. Et je pense que c'était le but. Mais moi, ça m'a plus frustrée qu'autre chose. Ladies and gentlemen, nous arrivons au dernier livre de cette update lecture.
Icebreakers de Hannah Grace. Ah là là, les problèmes. Au plus les jours passent, au plus mon avis dessus descend. Ça a été un coup de cœur plutôt monumental sur TikTok et Instagram. Je vois pourquoi. Mais le truc, c'est que les gars, ce livre n'est pas le seul à faire ce qu'il fait, et il y en a qui le font mieux. Dans Icebreaker, on suit l'histoire de Anastasia, renommée Stas, et Nathan. Donc Anastasia est patineuse en paire avec son partenaire qui s'appelle Aaron. Ils sont colocataires, ils s'entendent plutôt bien, mais c'est pas non plus l'osmose parfaite. Bientôt, il y a une grande compétition qui arrive et ils espèrent pouvoir enfin la remporter, ce qui ajoute encore du stress à leur relation déjà un petit peu bancale. Comme si ce n'était pas déjà assez compliqué pour Anastasia, notre stressée de la vie, fan de contrôle numéro 1. Leur patinoire se fait un petit peu défoncer par un mec mal intentionné et la solution de repli, c'est de partager une deuxième patinoire avec les joueurs de hockey. Anastasia rencontre le chef de cette équipe de hockey qui s'appelle Nathan, et au début leur relation est un petit peu épineuse. Stas pense que c'est Nathan et son équipe qui sont responsables. On alterne entre le point de vue de Anastasia et de Nathan, et on a une romance qui va se développer entre eux. Mais c'est compliqué les gars, et surtout le livre dure 600 pages. Anastasia était en même temps en fait cette fille très froide, mais tu la mets en soirée, elle se défonce la gueule. Donc il y a vraiment une ambivalence dans son caractère. Alors Nathan par contre, c'est le hockeyeur qui est hyper loyal, c'est-à-dire qu'il a son équipe de hockey. Call me réflexe, je suis un vampire. C'est lui qui a toutes les responsabilités, donc il prend soin de chacun de ses membres, et quand il y a un problème, c'est lui qui prend. Les gens sont amoureuses de ce mec parce que il a su être vachement ouvert et bienveillant avec Anastasia. Je suis d'accord. Moi, ça ne m'a pas non plus époustouflée. Je recherche quand même dans mes romances beaucoup de communication, de respect, de bienveillance, et clairement, Nathan se place parmi les garçons qui sont incroyables, mais il ne s'est pas non plus démarqué. Je m'attendais à un truc de ouf vu la merde dont les gens en parlaient, mais j'applaudis. C'est important quand même d'applaudir, notamment en termes de relations sexuelles. Anastasia, c'est une meuf qui ne veut pas avoir de couple, elle n'est que en relation libre ou en plan cul, et ce livre est hyper sexe positif. Franchement, aucun chichi par rapport au cul. D'ailleurs, ils couchent très souvent ensemble, il y a énormément de scènes de smut. En fait, sur la fin, pour moi, j'en avais un petit peu marre. En fait, au bout d'un moment, elles se ressemblaient toutes. T'es pas obligé de raconter tout le quotidien, et j'aurais préféré qu'on les limite, mais que dans chacune, il y ait un peu un truc important. Et vous savez, quand on a des bails de plan cul, relation libre, on sent venir la jalousie. Et là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment. C'est-à-dire qu'Anastasia, des fois, elle allait voir d'autres mecs. Et franchement, Nathan, il était en mode, bah oui, elle fait ce qu'elle veut. 2-3 fois, il lui a fait 2-3 petites remarques, mais c'était plus dans leur jeu, en fait, de séduction que vraiment de la vraie jalousie. Donc, par rapport à ça, ils sont restés vachement clean, tous les deux. Et par contre, au bout d'un moment, quand ça fait 6 mois que vous agissez comme un couple et que, en fait, bah, vous êtes sûr que vous vous aimez, quoi, c'est là où moi, en fait, ça m'a un peu énervé parce que je trouve qu'Anastasia, elle faisait vachement l'autruche en mode non, je ne vois pas que nous sommes amoureux. Je trouvais qu'il se foutait un petit peu de nous. Par contre, les gars, il va falloir qu'on m'explique l'intrigue de ce livre. J'aurais dû commencer par ça. Ce livre ne suit pas de timeline. Il n'y a pas la rencontre, le nanani, les 80%, ils se mettent ensemble, je sais où je vais, il y a des enjeux, on attend un truc là, t'attends pas grand chose parce qu'en fait, ils couchent ensemble dès le début. Et du coup, il a fallu créer d'autres sources d'enjeux pour que tu continues le livre. Parce que quand tu lis une romance, souvent c'est pour voir les deux personnages se mettre ensemble, mais là, et ben en fait, ils sont ensemble quasiment dès le début. C'était un petit peu étrange parce que tu savais pas trop pourquoi tu continuais à lire. Je ressentais pas le besoin de continuer parce que j'étais satisfaite. Donc moi, il m'a manqué un travail sur la tension. En fait, j'ai pas réussi à la suivre, j'ai pas réussi à comprendre en fait où elle voulait nous emmener. Maintenant, si vous y connaissez en patinage artistique, ce livre va vous faire grincer les dents puisque c'est n'importe quoi. En paire, ils font des quads. Y a pas de quad en paire. Ensuite, sur la fin, Nathan, qui était joueur de hockey, a commencé à être le nouveau partenaire de Stas. Et ça se passait bien. Non, il ne fait pas l'affront aux patineurs qui ont travaillé toute leur vie de dire qu'un hockeyeur peut remplacer un patineur en 2 semaines. Anastasia, qui est passée de double en simple et qui gagne les Jeux Olympiques. Alors déjà, quels Jeux Olympiques? Ben en fait, j'ai pas trop apprécié. Et enfin, parlons de Henri. Ah, vous saviez que j'allais en parler, forcément. Henri, qui est donc notre personnage secondaire autiste. Qui es-tu, Anna? À ce qui paraît, elle va écrire un tome où le personnage principal sera Henri. Thank you, next. Alors, Henri, c'est un hockeyeur de l'équipe de Nathan qui a 1 an de moins et qui vit dans la même frate. Ce n'est pas dit dans le livre, mais si jamais vous connaissez un peu les traits, etc., ben vous le savez, ça se voit. Encore une fois, on est dans un problème de traitement. Parce que si ça se trouve, c'était volontaire et ça va être un point central du tome de Henri, le fait de se
rebeller face à la manière dont il est traité. Il était extrêmement infantilisé. Le mec ne pouvait pas rentrer dans une pièce sans qu'on se dise « Oh, il y a le petit Henri qui est là, faut pas trop qu'on le dise ça parce qu'après il va avoir de la peine, Henri c'est notre petit protégé. » Plein de fois quand même, ils l'ont appelé Kid. Et dans plein d'autres contextes, je peux te dire oui, jamais Anna, elle me dit que parce qu'il a un an de moins que eux. Mais le problème en fait, c'est que quand tu cumules ça avec le fait qu'il soit autiste, et bah forcément, toi après tu grinces les dents parce qu'en fait c'est récurrent. Il n'a été traité que à travers le filtre de il est trop cute et il a aucun filtre. Et il n'y a pas que ça à l'autisme. La rep était très bien faite et la manière dont il est traité par les autres, ça moi j'ai pas apprécié. Tout le monde le traitait différemment. Alors forcément, oui, tu fais attention parce que tu veux bien faire. Mais là, il y avait une surprotection de ce mec. Moi, ça m'a gênée parce que tout le monde le savait en fait. Limite, il y avait que lui qui était pas au courant. Ils se permettent de faire des choses avec lui qu'ils ne feraient pas avec les autres. Anastasia, elle va développer vraiment une amitié très très forte avec Henri. Mais encore une fois, en fait, c'est pas vraiment une amitié parce que à chaque fois qu'elle en parle, elle dit oh là là, c'est mon petit mari, je suis amoureuse de lui. En fait, il est pas placé au même niveau. En fait, il est pas sur un pied d'égalité. Et il y a un soir où elle s'engueule un petit peu avec Nathan et du coup, elle dit bon ben moi, du coup, je vais dormir avec Henri, hein, parce que t'es méchant ce soir. Et elle va dans la chambre d'Henri et elle se fout dans son lit. The fuck, genre. Et Henri, bah forcément, il a pris un matelas gonflable et il a dormi sur son matelas gonflable. Et la meuf, elle était dans son lit. De où tu vas dans la chambre de Henri, en plein milieu de la nuit, tu le réveilles, il flippe sa mère. Et tu te fous dans son lit et tu dors dans son lit. Est-ce que t'aurais fait ça avec un mec? Regarde-moi dans les yeux, Stas, tu ne l'aurais pas fait. Tu as joué de son innocence et du fait que tu savais qu'il ne dirait rien pour le faire. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Peut-être que c'est fait exprès. Et que justement dans le tome de Henri, il va dire les gars, en fait, arrêtez de me traiter comme si j'avais 4 ans. Quand tu sais pas, bah tu sais pas, et forcément t'agis comme ça te vient, et le mec il est cute, donc forcément bah tu vas lui faire mais bah non quoi. Et voilà les amis, c'est tout pour cette update lecture très très longue, ça devient une petite traîne. Je n'ai pas le temps de vous parler de ma nouvelle saga préférée de tous les temps, puisque je n'ai déjà un petit peu parlé dans mon vlog et j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais streamer Villa Emilia. Mais voilà, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Je le serre contre moi pour la fin de la vidéo parce que j'ai l'impression que je lui manque de respect de ne pas avoir parlé de lui. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.